Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition des masterclass de l'excellence commerciale qui ont lieu tous les jeudis à 11h30. Merci encore une fois de votre fidélité puisque comme souvent vous êtes très nombreux, vous êtes inscrits, vous êtes plus de 400, vous êtes inscrits euh, à notre masterclass aujourd'hui. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir pour cette masterclass Benjamin Parejo. Bonjour Benjamin. Bonjour à tous. Alors, Benjamin, tu as démarré ta carrière dans le conseil chez Juliette Sterwen, puis ensuite tu as fait un passage dans l'humanitaire chez Fidesco, et ensuite pendant longtemps tu as travaillé dans l'éducation, hein. Pendant 14 ans, tu as été directeur de l'Executive Education à l'IRCOM, tu es titulaire de la chaire Accenture Leadership Talents and Development, et c'est à cette occasion que tu as écrit le livre Développer vraiment son leadership, euh, dans lequel tu défends une thèse selon laquelle le don de soi est au cœur d'un leadership authentique. Et puis depuis peu, hein, tu te lances dans l'aventure entrepreneuriale puisque tu lances un cabinet de consulting, coaching qui s'appelle Encourage. Bonjour Benjamin, bienvenue avec nous. Merci, bonjour Simon, bonjour à tous. Très heureux d'être avec vous. Et nous sommes très heureux de te recevoir également. Alors Benjamin, comment t'es venu cette théorie, cette idée, comment est-ce que tu l'as développée, d'où vient ce concept, cette notion du don de soi au cœur d'un leadership authentique? Oui, alors en fait, c'est vraiment d'abord le fruit d'une expérience de vie, hein, et puis notamment dans l'engagement humanitaire en Afrique, au Nigeria, au Cameroun. Voilà, j'observais aussi des managers, des dirigeants, leur comportement, et puis j'ai eu envie de créer un master de management dans ce domaine-là. Et donc, pour former des managers dirigeants qui s'engagent dans ce qu'on appelle l'économie du don. Mais ayant eu une carrière avant dans le domaine de l'entreprise, il y avait une sorte de choc des cultures. Et je me disais, au fond, est-ce que cette logique du don, de l'engagement, de l'échange, de la réciprocité, est-ce qu'elle est réservée à un secteur en particulier ou est-ce qu'elle ne serait pas au cœur finalement de tous les échanges dans le travail, même au cœur des échanges marchands? Et en particulier dans le rôle du leader, est-ce que le leader ne s'engagerait pas pour un but commun et cet engagement se manifesterait par des actes de don? Donc voilà, c'était un peu la question qui me taraudait depuis des années et j'ai eu envie de faire une thèse de doctorat sur le sujet qui m'a amené aussi à creuser, à expérimenter une approche d'accompagnement individuel et collectif qui m'a conduit donc à écrire ce livre. Et voilà, c'est ce que je vais vous partager aujourd'hui. Si vous êtes prêts, je vous invite à vous poser, à vous relâcher, puisque c'est un petit cheminement que je vais vous proposer en partant de vous, de votre expérience, de votre identité, pour vous aider à dessiner un leadership démultiplicateur de dons. Alors, pas Alors tous, juste, Benjamin, je me permets de t'interrompre un petit point pour nos participants. Si vous avez des questions, on les prendra en fin de séance. Vous avez un petit module sur le côté de l'écran. N'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure de la présentation de Benjamin, et on y reviendra un petit peu plus tard. oui, merci Simon. Et puis, je compléterai, je réagirai au fur et à mesure, n'hésite pas à m'interrompre. Donc, je disais que voilà, on n'est pas tous des créatifs au sens artistique, mais je pense qu'on a tous une capacité de créer notre propre vie et notamment de s'engager dans le processus de leadership qui, pour moi, consiste à développer, à multiplier des capacités de don chez les autres. Donc, c'est une invitation que je vous fais et que j'ai explicité à travers ce livre. Et là, je vais vous présenter donc on va dire l'articulation, le squelette de ce livre et de cette approche. Donc, qui part du leader donateur, donc un leader qui s'engage, qui a reçu, qui donne, et qui est construit, qui se développe à partir d'une histoire de don, et qui rentre petit à petit dans un questionnement sur son identité, sa vocation professionnelle, sa mission leader en particulier, et qui va petit à petit rentrer dans ce que j'appelle un cercle vertueux. Et je vais prendre une petite image, une métaphore, celle du ruban de Mobius. Je ne sais pas si vous connaissez cette image. Je vais vous la présenter en live. Donc, vous voyez, ce ruban, il a deux faces.
une face de couleur et une face blanche. La face blanche représente ce que vous êtes à l'intérieur, votre identité, et la face de couleur externe, ce sont vos actes. Alors, quand on observe le développement d'une personne, on se rend compte que, enfant, il n'y a pas de séparation entre ce que l'on est, ce que l'on fait, entre ce que l'on est authentiquement et ce que l'on dit. Et petit à petit, on se protège et quelque part, on va porter un masque, confère l'actualité, mais aussi dans notre propre existence, on a tendance à jouer un rôle. Et peut-être en tant que leader, on a tendance à effectivement porter un masque. Alors, ce que nous propose le courant du développement personnel, c'est de revenir à soi, de nous poser, de savoir qui l'on est, mais au risque de nous enfermer, de nous replier sur nous-mêmes. Et je pense qu'en termes de leadership, ce n'est pas efficace. Et ce que je propose, c'est tout simplement d'opérer le tournant du don. Voilà, donc en faisant un petit tour sur le ruban, il y a un phénomène très étrange, et c'est une énigme mathématique. Et donc en faisant ce tournant du don, si vous faites l'expérience pour vous-même, vous verrez qu'en faisant 2 fois le tour du ruban, eh bien, vous revenez au point de départ. Et c'est aussi le signe de l'infini. Et pour moi, c'est une métaphore pour exprimer qu'en fait, une personne se développe de manière pleine, en plénitude, s'accomplit en opérant ce tournant du don de soi. Et donc, ça nécessite un effort de se tourner vers les autres et de s'appuyer sur qui l'on est, son identité, sa vocation. Et donc, on va voir petit à petit comment ça se joue, comment ça se réalise, notamment dans le cadre du travail. Donc, à partir de cette appropriation d'une identité, eh bien, un leader va s'engager pour une mission, pour des buts communs qui vont le pousser à s'engager, à se manifester par la pratique du don, j'y reviendrai, et qui suscite l'engagement chez les autres, l'engagement pour ce but commun, et crée de la reconnaissance, de la confiance mutuelle, ce qui va confirmer, renforcer une identité et une mission de leader. Et lorsque ce cercle vertueux, ce ruban de mobilité se reproduit, il peut aussi se diffuser au niveau des personnes, ce qu'on appelle les suiveurs, mais les personnes avec qui on travaille, et créer une communauté de travail dans laquelle cette unité, cet alignement entre l'être et le faire va pouvoir se reproduire. Voilà. Donc, je vais faire un petit détour pour se demander, mais pourquoi cette question du lien entre don et leadership? Je vais vous conduire dans un petit parcours historique. Donc, en fait, je ne sais pas si vous connaissez Marcel Mauss, qui est un des fondateurs de l'anthropologie française et qui a étudié les tribus dites traditionnelles. Et donc, il a observé qu'avant même le commerce, il y a des formes d'échange qui sont des dons, des cadeaux, qui peuvent même conduire à une sorte de lutte pour la générosité, surtout chez les chefs. Alors ça m'a interrogé. Je me suis dit, tiens, peut-être le rôle d'un chef, d'un leader, serait peut-être d'abord de faire rentrer dans cette boucle du don, de la générosité, avant même de rentrer dans l'échange marchand. À côté de cette lutte de générosité entre chefs, il y a aussi ce qu'on appelle la kula. Donc, on observe dans les tribus du Pacifique. C'est des formes de dons cérémoniels. Et donc, en fait, ça permet aux tribus de créer une alliance. On pourrait dire aujourd'hui à des organisations de créer des alliances. Et ce qu'on observe, c'est que dans toutes les cultures du monde entier, ces échanges de dons cérémoniels précèdent le commerce. Et le commerce est presque vulgaire si on n'a pas établi cette alliance, si on n'a pas commencé par prendre un risque de donner quelque chose, de montrer que finalement on crée de la confiance a priori. Et donc Marcel Mauss a essayé de comprendre qu'est-ce qui faisait qu'on était obligé, qu'on se sentait obligé de rendre après un cadeau. On en fait l'expérience quand on reçoit un cadeau ou lorsqu'un commercial nous appelle pour nous proposer un cadeau, on a envie de répondre, on se sent un petit peu quelque part obligé. Donc il y a cette double ambivalence de la liberté et de la contrainte, et aussi quand on donne, il y a une ambivalence entre intérêt et gratuité. On verra qu'il y a aussi d'autres formes de dons plus ouvertes, moins codifiées par des codes sociaux. Alors je vais vous raconter une histoire plus récente que celle qu'a raconte Marcel Mauss. C'est l'histoire de Danny.
Scheder, donc, qui est un créateur d'entreprise, il crée plusieurs boîtes. Et au cours d'une vie associative, il rencontre David Hornick, qui est un investisseur, et il commence à échanger sur le projet d'entreprise de Danny. Et David commence à lui donner des conseils, mais vraiment précieux. Et David fait à peu près, sélectionne une ou deux entreprises dans lesquelles il investit par an. Donc très très peu, il a fait 10 grandes réussites dans sa carrière. Et il commence à expliquer à Danny, à lui donner des conseils et à lui dire bah, si tu veux, je peux investir dans ton entreprise, mais je ne t'oblige pas. Voilà tous mes conseils, voilà ma proposition. Je ne te donne pas de délai pour me répondre. Ce que je souhaite, c'est que tu répondes de façon libre. Et en fait, Danny se dit bon, c'est curieux, un investisseur comme ça qui donne tous ses secrets, il est peut-être un peu trop sympa dans un monde de requins. Je ne sais pas si je vais y aller. Donc finalement, il ne choisit pas David comme investisseur. Et après coup, il le regrette. Il le regrette parce qu'il a monté son entreprise et il revient vers David et il lui demande est-ce que tu veux bien rejoindre le tour de table? Et finalement, David s'est révélé comme un conseiller extraordinaire et a permis donc à cette entreprise de paiement par Internet sans carte bleue de se développer et de faire des millions et des millions de chiffres d'affaires. Donc en fait, ça rejoint la question, est-ce que un leader qui donne est perdant lorsqu'il donne ses secrets, ses tuyaux, ses meilleurs conseils? Et Adam Grant a étudié justement des comportements dans le travail qui sont il y a 3 grands types de comportements pour simplifier. C'est les takers, ceux qui prennent pour leur intérêt, qui prennent les infos, qui commencent par prendre et rentrer dans l'échange marchand, mais vraiment gagnant-gagnant uniquement. Il y a les matchers, ceux qui sont plutôt à chercher une forme d'équilibre. Et puis, il y a les givers, ceux qui donnent spontanément, sans forcément chercher tout de suite à avoir un retour sur investissement. Ça ne veut pas dire qu'ils ne l'espèrent pas, mais en tout cas, ils ont une forme d'ouverture. Et la question, c'est qui perd et qui gagne dans les affaires. Et là, Adam Grant a fait une enquête à l'américaine. Voilà, qui est-ce qui a les meilleurs résultats financiers, qui réussit les meilleurs coups au niveau commercial. Et donc, en bas de l'échelle, il s'est rendu compte, je vous pose la question, qui est en bas de l'échelle? Eh bien, mauvaise nouvelle, ce sont des givers. Alors, qui est-ce qui est en haut de l'échelle? Est-ce que c'est les matchers? Est-ce que c'est les takers? Eh bien, autre surprise, ce sont aussi des givers. Voilà. Les takers, en fait, ils réussissent du premier coup. Et finalement, les givers, au départ, ils perdent pour mieux gagner, pour gagner sur la durée. La différence, c'est que en fait, les takers sont ambitieux, mais ils réussissent pour un coup. Alors que les givers, eux, ils font la différence entre prendre et recevoir. Ils permettent d'engager on va dire, un cercle vertueux d'échange, de partage, qui crée finalement un effet démultiplicateur. Ils sont ambitieux, ils sont capables de demander de l'aide, mais ils démultiplient l'impact. Voilà. Alors, si on vient au leadership, quel rapport? Là, vous voyez à travers cette image, Benjamin, je me permets juste de poser une petite question à ce stade. Est-ce que les givers qui sont en bas de l'échelle et ceux qui sont haut de l'échelle, c'est les mêmes? C'est simplement, comme tu dis, que quand on est un giver, c'est un peu plus long de gagner? Ou est-ce que c'est des façons de donner qui sont différentes pour être en haut et en bas de l'échelle? Oui, bon point. Je suis passé vite là-dessus. Et effectivement, il y a des givers qui finalement donnent sans trop réfléchir, de manière spontanée, mais sans exigence dans le travail, sans chercher le bon geste, et qui le font comme ça de manière un peu indéterminée, sans réflexion. Alors qu'il y a des givers, effectivement, qui cherchent à démultiplier et qui ont aussi l'envie de gagner, hein, qui ont une certaine ambition. Donc, c'est deux formes de dons, en tout cas au travail, qui sont différents. Alors, si on vient sur le modèle, enfin sur on va dire la grande histoire du leadership, hein, les grandes théories, je fais en 2 minutes un grand panorama. Vous voyez dans cette image que selon l'histoire, en fait, on s'est d'abord intéressé à l'individu, ensuite au collectif, à l'impact du leader sur l'organisation, même sur la société. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, un leader, eh bien, il suscite l'engagement,
il suscite l'engagement chez les autres à partir du moment où il se laisse transformer, où il se développe, où il accueille sa propre identité, sa vocation, et puis il vient se connecter aux aspirations des autres. Et en fait, quelle est la valeur d'un homme, et on pourrait dire d'un leader, comme dit Einstein, c'est surtout dans sa capacité à donner et non dans sa capacité à recevoir. Donc, le fait de donner, de commencer à donner, eh bien, va susciter chez les autres l'envie de donner à son tour. Donc, si on voit dans cette petite image-là, le boss, il peut réussir, voilà, c'est un takers, il peut être très exigeant, tandis que le leader, lui, il va créer un lien avec les autres pour que tout le monde réussisse, en fait. Et quel est le lien, la cordée, en fait, la corde qui relie à la fois toutes les théories du leadership, mais aussi qui relie les personnes? Ben pour moi, ça serait justement la logique du don qui relie le leader aux autres, mais aussi à lui-même. En fait, un leader, il donne du sien et il crée une dynamique de vie, un cycle de vie, voilà, ce qu'on va retrouver dans le modèle que je vais vous présenter. Donc, juste à ce stade-là, ce qu'on peut retenir, c'est que le don, c'est une dépense ou un transfert pour autrui sans contrepartie, ni assurance d'un retour, selon différentes visées. Donc, ça peut être pour créer du lien social, pour développer une entreprise, pour aussi, ça peut aller jusqu'à, ouais, il y en a qui ont des actes héroïques, hein, même dans le travail. Donc, on y reviendra peut-être dans les questions. Alors, sur le modèle lui-même, peut-être 2 points de focalisation. Donc, vous voyez ce cercle vertueux, d'abord, il commence par l'accueil de sa propre expérience, de sa propre histoire de don. J'aime beaucoup cette phrase de Saint-Exupéry. Quand tu donnes, tu reçois plus que tu ne donnes, car tu n'étais rien et tu deviens. Et finalement, lorsque j'ai interviewé des dirigeants, des managers dans la banque, dans le conseil, dans l'industrie énergétique, en leur posant tout simplement la question « Qu'est-ce qui fait de vous aujourd'hui un leader ?» Eh bien, on se rend compte que c'est avant la performance, avant les réussites, qui représentent 6-7% des histoires, des anecdotes, c'est beaucoup une éducation à donner, à recevoir, tout ce qu'ils ont reçu, tout ce qu'ils n'ont pas pu réussir à donner. C'est aussi des figures de managers qui sont inspirants, du fait même qu'ils partagent, qu'ils donnent, qui suscitent l'engagement autour d'eux. C'est aussi le fait de ne pas avoir complètement pu réussir à donner. Donc, il y a une forme d'insatisfaction, peut-être que vous ressentez aujourd'hui dans votre travail. Et donc, là, premier conseil, première piste, c'est vous exercer à la gratitude pour tout ce que vous avez reçu. Et puis aussi, sans entrer dans le calcul, mais de faire mémoire de l'impact de tout ce que vous avez pu donner, l'impact sur les autres. Alors, quelle forme de don au travail on peut observer? J'ai relevé six grandes formes de dons chez les leaders qui recèlent en fait une intensité plus ou moins grande de don de soi et une ouverture, une incertitude plus ou moins forte sur le résultat. Ça veut dire qu'on va investir de manière plus ou moins forte une part de soi et en même temps, on va accepter une ouverture, une incertitude, comme l'a fait l'exemple que je donnais tout à l'heure de cet investisseur David. Vraiment, il laisse une grande ouverture, une incertitude sur le résultat, et ce qui donne encore plus d'impact sur le don. Donc, il y a 6 grandes formes de dons. Les 3 premières là, que vous voyez, elles sont peut-être plus banales, mais importantes pour autant. Donc, ça va être le don de soutien dans l'activité. C'est le fait qu'un manager va venir au contact et va être, dans sa qualité de présence, va soutenir l'activité des autres. Ça va être la transmission d'une expertise personnelle, le fruit d'années de travail, d'expérience qui vont être données de façon assez libre et gratuite dans le cadre du travail. Ça va être aussi la capacité à fédérer par de la convivialité dans le travail. Et puis, il y a 3 formes de dons qui sont plus étonnantes. C'est donc le don de mentorat qui m'a beaucoup étonné. Ce sont des managers, des dirigeants qui vont spontanément ouvrir leur carnet d'adresses, donner des conseils, accompagner des collaborateurs et quelquefois des gens qui ont quitté l'entreprise, donc ils n'ont aucun intérêt à ça, mais en fait, ils créent une sorte de communauté autour d'eux.
et une forme de don. Alors là, on arrive sur des sphères plus inattendues et qui sont très très loin du contrat de travail. Ça va être par exemple le fait de soutenir un collaborateur dans ses épreuves personnelles, familiales, de santé. Et lorsqu'un dirigeant, un manager fait ça, eh bien, ça laisse une trace assez extraordinaire. Et enfin, une prise de risque pour autrui. Donc là, c'est des leaders qui sont capables de s'opposer, de prendre un risque pour protéger un collaborateur. Et ça, c'est assez étonnant. Donc voilà, je vois que le temps, on arrive un petit peu vers la fin. Juste quelques repères pour boucler la boucle. En fait, il y a en fait une nécessité pour bien vivre le don, de ne pas rentrer dans l'épuisement. Peut-être qu'on pourra y revenir à travers les questions. Il y a quelques principes de savoir bien recevoir, se ressourcer, de bien repérer qu'est-ce qui fait que dans l'entreprise, notre don va être empêché, de bien cibler aussi ce pourquoi on se donne. On ne donne pas que à l'organisation parce que là, on s'épuise. On donne à des personnes réelles, ça peut être des clients, ça peut être des prospects, ça peut être des collaborateurs. Et puis, donc, il y a des clés que j'ai proposées dans mon livre, on pourra y revenir éventuellement. Et ce qui est très frappant, c'est de voir l'impact chez les collaborateurs. Je donne cet exemple d'un directeur informatique. J'ai interviewé une de ses anciennes collaboratrices. 2 ans après, elle est plus sous sa direction. Et elle me disait, c'est sûr qu'avec David, on donne encore plus parce que lui-même, il donne aussi beaucoup et qu'on est prêt. S'il y a un problème, on est tous prêts à y mettre, à rester jusqu'à pas d'heure. C'est vraiment une équipe, c'est vraiment soudé, vous voyez. Donc, c'est dans son souvenir, c'est vraiment sa capacité de don chez David qui a généré un effet démultiplicateur dans son équipe et qui a créé un collectif très performant et très engagé. Et enfin, la reconnaissance. Donc ça, c'est vraiment ce qui va boucler la boucle. C'est la capacité d'abord à reconnaître le travail, la qualité du travail, les capacités à donner chez les collaborateurs. Et finalement, le leader, il n'est pas sa propre source, il est celui qui va accueillir, recevoir et démultiplier le don qui est déjà là dans le travail et le reconnaître. Reconnaître le travail bien fait, reconnaître l'effort, reconnaître l'engagement. Et en retour, en fait, le leader reçoit aussi de la reconnaissance et c'est ce qui va finalement confirmer, renforcer son identité, sa mission de leader. Et voilà, lorsque ce cercle vertueux vient se démultiplier, eh bien, on peut créer une communauté de travail engagée où le don circule, se diffuse. Voilà, donc, on pourra en parler aussi dans les échanges. J'ai élaboré une méthode d'accompagnement collectif pour créer cette culture du don. Voilà, et donc je terminerai par une petite citation encore de Saint-Exupéry que je trouve vraiment superbe lorsqu'il racontait qu'il avait créé ces lignes d'aviation dans les Andes. Lorsqu'il faisait mémoire de ça, voilà ce qu'il disait: si nos créations de lignes nous enrichissaient les cœurs, c'est à cause des dons qu'elles exigeaient de nous. La ligne naissait de nos dons. Une fois née, elle nous faisait naître. Voilà. Je vous remercie de votre attention et à votre disposition pour vos questions. Merci beaucoup Benjamin, c'est passionnant et on a quelques questions qui arrivent déjà du public. Moi j'en ai une qui me vient à ce stade, c'est est-ce que tout le monde est capable est-ce que n'importe quel manager, est-ce que n'importe quel leader est capable de donner et est-ce qu'il n'y a pas potentiellement un travail préalable à faire sur soi pour lever un certain nombre de peurs avant d'être capable de donner de manière assez réelle et authentique et de ne pas donner d'une façon qui soit un petit peu perçue comme artificielle, factice de la part des collaborateurs. Je m'explique, j'ai dans l'idée que parfois on a des peurs qui nous guident, souvent d'ailleurs, en fonction de notre niveau de maturité, d'épanouissement et de connaissance de nous-mêmes. On peut être vraiment drivé par des peurs et un manager peut être complètement drivé par la peur d'échouer, de ne pas atteindre son objectif, de se faire réprimander, de perdre sa place. Et est-ce que dans ces circonstances, il est possible de donner de manière suffisamment authentique? Oui, alors deux niveaux de réponse. La première, c'est que si on prend l'étymologie du leadership, c'est
Donc, le leader, c'est celui qui conduit. Donc, il a compris qu'il va conduire d'autres personnes vers un but commun. Et ship, donc le suffixe ship, ça vient de to shape, ça veut dire transformer, se laisser transformer. Donc, ça veut dire que le leadership, c'est un processus, c'est pas une qualité, c'est un processus de transformation, d'abord personnelle et puis collective. Et si on va encore plus loin sur l'étymologie indo-européenne, hein, ça vient de late, qui veut dire to live, to die to oneself. Ça veut dire mourir à soi-même, abandonner quelque chose. Donc, effectivement, pour rentrer dans ce processus de leadership, ça suppose d'abandonner quelque chose de soi, de se laisser transformer à travers sa propre histoire, de revenir à ce que j'appelle le vrai soi, c'est-à-dire au-delà de mes peurs, de mes ambitions qui peuvent peut-être être mal ajustées, revenir à qui suis-je? C'est la réponse à la question de l'identité. Hein. Qui suis-je? À quoi suis-je appelé? Et donc, c'est à partir de ce recentrage sur sa vocation qu'on peut rentrer vraiment dans ce processus qui nécessite, avant de donner, d'abandonner, quelquefois même de pardonner, de se pardonner à soi-même, de pardonner à d'autres. Donc, effectivement, il y a un travail préalable d'abandon, de pardon avant de donner. Sachant aussi que le don peut être empoisonnant. L'étymologie de don, c'est aussi dosis, hein, la dose, qui nécessite un antidote. Donc, le don peut être mal vécu. Donc, ça nécessite de bien faire mémoire du don bien fait. Voilà. Qu'est-ce qui fait que j'ai pu réussir à donner et avoir un effet positif? Donc, il y a une démarche un peu appréciative aussi de faire mémoire des dons qui ont été bienfaisants pour soi et pour autrui. Merci Benjamin. Alors, j'ai une question d'Olivier là qui nous dit est-ce que vous auriez quelques exemples concrets pour illustrer le don de soi? Et effectivement, moi, demain, manager, comment est-ce que je peux me mettre en pratique? Qu'est-ce que je peux faire dans mon quotidien pour avancer dans cette notion du don? Alors, effectivement, la première image, enfin, le premier acte concret, c'est le don de soutien dans l'activité. Hein. Je vais donner ce petit exemple d'Ibrahim chez Accenture qui en fait a constaté un collaborateur en difficulté et qui s'est dit en fait en m'engageant avec elle, une collaboratrice, en prenant son problème à bras le corps, sans juste lui dire ah ok courage, mais en essayant vraiment de la comprendre, j'avais pu justement l'aider. Et il a constaté qu'en fait, dans sa qualité de présence, de compréhension, d'empathie sur sa difficulté, eh bien, il jouait pleinement son rôle de manager et il voyait bien que ça avait un impact très puissant. Donc, c'est très simple en fait. Ça paraît presque prosaïque, mais l'enjeu, c'est vraiment la qualité de présence, la qualité du don, plus que la quantité, vouloir rester jusqu'à pas d'heure. Non, c'est vraiment avoir presque une attitude de coach, hein, de se connecter aux besoins de l'autre et d'y être attentif. Donc ça, c'est un exemple concret, mais c'est aussi prendre le temps de transmettre, de partager, de faire circuler une expérience, une expertise personnelle qui est le fruit du travail. Voilà, donc, ou de créer la convivialité. Donc ça aussi, c'est très surprenant, hein, mais dans certains bureaux à la Défense, ça manque de vie, quoi. Ça manque de vitalité. Donc, le fait de consacrer du temps pour créer la convivialité a un effet d'entraînement assez puissant. Ok. Alors, tu mets la notion de don au centre du leadership. À ton avis, est-ce que le don est une condition nécessaire pour être un bon leader, mais pas suffisante, ou est-ce que c'est une condition également suffisante? Est-ce que finalement, en donnant beaucoup, on emmène, est-ce que c'est la condition pour toi unique pour emmener les gens avec soi? Alors, d'abord une précision, un leader n'est pas forcément bon en soi et le don n'est pas forcément bon en soi. Donc, on connaît dans l'histoire des leaders, entre guillemets, qui ont réussi à entraîner des foules vers la catastrophe. Donc, la question de la finalité du but commun est essentielle. Hein. Vers quoi est-ce qu'on engage les autres? Donc, le but est vraiment essentiel. Donc, ça, c'est la première chose. Et la capacité à donner,
enfin, on donne tous en fait. On fait tous l'expérience du don au travail. Ce qui va faire qu'il y a un processus de leadership, c'est qu'en fait, cette capacité de don, elle va être orientée vers un but commun. C'est-à-dire, ce n'est pas juste pour un échange à court terme, c'est en donnant, je montre la finalité, je montre ce vers quoi on s'engage. Et de ce fait, je pense qu'on a tous eu, à un moment de notre vie, une capacité à rentrer dans ce processus de leadership. Donc, je dirais que on peut être un leader au sens entraîner des foules vers un but sans forcément donner aux autres. En tout cas, on va se donner, on va se dévouer à sa cause, hein, jusqu'à la mort, chez Hitler par exemple. Donc, on peut être un leader en mal donnant, en donnant pour la cause, sans vraiment donner aux autres. Par contre, pour qu'il y ait un effet démultiplicateur sur la durée, je pense en effet qu'il y a une condition nécessaire pour durer qui est de donner. Si on prend une figure comme Gandhi ou Mandela, en fait, c'est le fait qu'ils se soient donnés pour la cause, qu'ils aient donné d'eux-mêmes et donné la possibilité aux autres de donner, qui a créé en fait cette croissance sur la durée. Donc je pense qu'en effet, le don ne suffit pas. Il faut évidemment des capacités, des compétences, des connaissances, selon le contexte en fait, selon les besoins du travail. Mais ce qui va faire la différence, je pense, j'en suis convaincu maintenant, à force de recherche et d'expérimentation, c'est ce qu'on va donner de soi qui atteste qu'on croit dans la cause commune. Et c'est ce qui va donner aux autres envie de nous suivre. Ok. Alors j'ai une question de Bertrand qui nous dit, si je la comprends bien, est-ce qu'il faut apprécier la capacité de l'autre à donner avant de lui donner? C'est-à-dire, dans une logique de chaînage, se dire, cette personne, je lui donne parce que je sais qu'elle saura donner derrière. Alors, j'ai l'impression qu'il y a deux niveaux dans la question. Il y a la version un peu intéressée qui fait partie de la problématique du don. Je me dis, tiens, ça vaut peut-être le coup que j'investisse du temps avec cette personne parce que je sens que derrière, elle va pouvoir me rendre. Oui, ça joue, ça existe, c'est présent dans la logique du don. Simplement, si on donne uniquement selon cette intention, ça va être perçu par l'autre et il va se sentir utilisé. Et là, l'effet va être catastrophique. Il vaut mieux à la limite ne pas donner et rester uniquement sur le contrat plutôt que de rentrer dans une forme de don qui va obliger l'autre et il va se sentir justement obligé et pris dans une espèce de lien qui va le priver de sa liberté. Donc ça, c'est un niveau que je comprends dans la question. Mais ce qui est plus profond, et je pense que c'est très juste, c'est que l'autre a d'abord une capacité à donner et peut-être qu'une des clés du leadership pour entraîner les autres, c'est pas d'abord de donner, c'est de reconnaître la capacité qu'a l'autre à donner. C'est lui donner finalement, l'accueillir dans cette capacité à donner et même souvent recevoir. Hein. Je donnais l'exemple de David là, qui est créé dans l'informatique, directeur informatique, a créé une équipe hyper soudée. Il me racontait qu'il a passé 3 mois dans sa prise de poste à recevoir des conseils. Il disait rien, il donnait pas sa vision. Il n'est pas arrivé avec un PowerPoint en disant voilà ma vision, où est-ce que je veux vous embarquer. Il a passé 3 mois à écouter, à comprendre le savoir-faire des autres, à recevoir. Et de ce fait, les autres se sont sentis reconnus et ont eu envie de le suivre avant même qu'il les embarque dans cette logique du don. Ok. Alors peut-être pour terminer une question, est-ce qu'il y a des mauvais dons? Est-ce qu'il y a des façons de donner qu'il ne faut pas faire, qu'il ne faut pas mettre en œuvre dans l'entreprise sous peine de produire un effet complètement contre-productif avec ses collègues? Oui, alors j'en donne quelques-uns là, c'est un chapitre de mon livre, mais d'abord il y a vraiment des formes de dons qui épuisent. Clairement, on peut relire le burn-out et l'épuisement ou la fatigue au travail sous l'angle du don. Lorsqu'on donne à l'organisation, et ça c'est très important, on se dit tiens je vais travailler, je donne à l'organisation et qu'il n'y a pas de soutien en retour, eh bien on va s'épuiser. Pourquoi? Parce que
finalement, on ne donne plus pour la beauté du geste ou pour les bénéficiaires de mon travail, on donne pour que l'organisation accueille ce don. Et si elle le reconnaît, tant mieux, mais sur la durée, ça ne tient pas. Mais alors, si la hiérarchie ne soutient pas cette capacité de don, alors là, c'est la catastrophe. Il y a aussi un écueil, c'est la difficulté à recevoir, on en a parlé à un instant. Si on est soi-même notre propre source et qu'on est incapable de recevoir des autres, on va s'épuiser. Si on n'a pas de ressourcement en dehors du travail, eh bien, on va s'épuiser au travail aussi. Un autre risque, c'est s'identifier à la cause, au but de l'engagement. C'est-à-dire que ma vision, mon projet, c'est moi. Donc ça, c'est la confusion, c'est la fusion entre le but et ce que je suis. Et si le but n'est pas atteint, moi-même, je ne me réalise pas et je m'épuise. Ça peut être évidemment le don surdosé, en faire trop, mais aussi sous-dosé. C'est-à-dire que le fait de ne pas donner la pleine mesure de soi-même. Ça peut être le don empêché, c'est-à-dire que là, clairement, c'est le contexte qui empêche de bien donner. Et on peut faire des choix de carrière. J'en vois beaucoup depuis le confinement qui se disent, je ne peux pas donner ce que j'ai à donner, donc je change, je vais ailleurs. Le don spolié, ça va être pris par les autres ou mal ciblé, c'est-à-dire on va cibler plutôt vers l'organisation, plutôt vers les clients, vers les partenaires de travail. Vous voyez, donc il y a un tas de risques. Et donc, c'est ça qui est intéressant dans le don, c'est qu'il n'est pas que positif. Il nécessite un ajustement perpétuel. Et quand tu parles du don mal ciblé, tu parles de partenaires, de clients, ce serait par exemple le cas d'un leader qui en fait est par exemple très en décalage entre sa générosité, son attitude positive vis-à-vis de ses clients et ses collègues, c'est ça? Oui, ça peut être effectivement, il se croit généreux, il s'imagine altruiste et donc il va cibler, on va dire, une personne qui va imaginer avoir besoin de lui et donc il va faire une espèce de transfert, il va projeter sur l'autre un besoin qui n'existe pas. Et donc le besoin, la demande n'aura pas été explicité, n'aura pas été attendu. Et quelque part, il va donner pour un but. C'est un coup d'épée dans l'eau, en fait. Ok, Donc ça, c'est très important. ok. Un immense merci Benjamin pour cet éclairage. C'est vraiment une perspective intéressante sur le leadership et assez fraîche, moderne, qui encourage aussi beaucoup à se connaître soi-même et à faire ce travail de découverte et de compréhension qui est très intéressant et très important à mon sens pour être un bon manager, un bon leader. Donc, merci pour cette perspective. Je vous encourage tous à lire le livre. Il y en a quelques exemplaires à gagner pour ceux qui nous ont suivis sur LinkedIn, donc on tirera ça au sort dans la journée. Merci à vous d'avoir été avec nous jusqu'au bout. Vous êtes nombreux à être restés connectés, donc c'est que le sujet a dû vous passionner également. Merci Benjamin. Merci Simon. Et puis à poursuivre sur LinkedIn en échange. Avec grand plaisir. Merci à tous. Belle journée et on se retrouve jeudi prochain pour une prochaine masterclass, cette fois-ci avec l'une de nos clientes, Françoise Comte, qui est directrice marketing chez Chubb Delta Fire and Security, qui anime une grande équipe commerciale et qui va nous partager ses conseils pour redonner de l'énergie, du dynamisme, de l'enthousiasme à une grande force de vente après une période compliquée où il y a eu un confinement, un été, et donc il faut recréer du dynamisme et de l'enthousiasme. Elle nous partagera tout ça jeudi prochain. Merci à tous, bonne journée et à Merci à jeudi. tous. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir.